Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Oui, on se retrouve à la fois ici sur YouTube mais sur Spotify pour ceux qui ont les bonnes adresses. Et oui, et je suis avec l'Amicaire qui est éclatant. J'ai envie de dire, si quelqu'un l'avait plus blanc que blanc, c'est toi. Comment tu vas, mon cher Kerr, qui nous a préparé un petit dossier. Alors là, pour le coup, il est allé vraiment chercher les bilans financiers, regarder tout le fond du web, le dark web, pour essayer de trouver ces annonces Disney qui ont été envoyées sur à peu près tous les sites médias. Mais on a des choses à vous dire, puisque on pense qu'il y a un petit twist à ces annonces. Kerr, bonjour à toi. Merci d'être venu, merci d'être aussi... Je n'ai pas d'autre mot, je pense qu'on peut simplement dire vraiment, tu exhales une espèce de beauté rafraîchissante, merci à toi. Et du coup, mon cher Kerr, qu'est-ce qui te vaut la venue ici ? Alors, ma santé se porte moins bien visiblement que celle de Disney, à en croire Bob Iger qui a parlé des résultats financiers donc du groupe. Bob Iger, le PDG de Disney. Qui a fait le bilan du premier trimestre de l'exercice fiscal 2024 du groupe, et il était très positif, l'ami Bob Iger. Alors je vais pas vous faire tous les chiffres qui intéressent les actionnaires, mais on vous dira d'ailleurs un peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est Bob Iger et personne d'autre qui a fait toutes ces annonces Disney. Et il y a plein de trucs qui vont vous surprendre et plein de trucs qui vont vous intéresser, vous, même si vous n'êtes pas actionnaire Disney, d'ailleurs vous ne l'êtes pas, et nous non plus. Alors il y a des trucs quand même qu'il faut... Il est très positif, Bob Iger, hein, disons-le clairement. Il a des raisons de l'être, il faut être honnête. Il y a aussi des choses qui vont moins bien. Dans les trucs qui vont moins bien, rappelons quand même que le box-office 2023 de Disney a chuté 38% par rapport à l'année précédente. Il faut dire que l'année précédente compte Avatar 2 et que cette année, en 2023, comme on l'a dit à plusieurs reprises sur la chaîne, Disney a accumulé les échecs en dehors des Gardiens de la Galaxie 3. Du côté du streaming, il est malin Bob, hein, parce qu'il tourne ses phrases de manière à ce que l'on croit que c'est positif là où c'est même négatif. Donc moi du coup je vais faire dans l'autre sens. Disney Plus a perdu 1,3 million d'abonnés sur le dernier trimestre, mais lui en a gagné 1,2. Bob Iger il avait fait l'inverse, vous voyez. Mais ils sont très confiants du côté de chez Disney pour la suite, et ils ont notamment un objectif de 6 millions d'abonnés de plus sur le trimestre qui vient de commencer. Et là, pour le coup, il y a des vraies raisons du côté de Disney d'être optimiste. La première, c'est que Hulu, donc la plateforme qui a été entièrement récupérée par Disney, qui appartenait partiellement à Disney avant, cette fois, elle est entièrement chez Disney, et Hulu est partiellement, petit à petit, intégré à Disney+. Du coup, ils espèrent récupérer des abonnés de Hulu chez Disney+. Et puis, il y a surtout, car ça, c'est dans le purement américain, et assez technique, mais il y a un accord qui a été enfin trouvé avec le géant des fournisseurs d'accès à Internet qui s'appelle Charter aux États-Unis, qui a enfin dealé avec Disney et qui proposera enfin le contenu Disney dans ses offres, et notamment Disney+, ce qui devrait permettre à Disney de récupérer plein d'abonnés. Et là, pour le coup, du côté des actionnaires et du côté de Bob Iger, on est très content. On a d'autres bonnes nouvelles pour Disney+, comme par exemple, alors ça va surtout faire kiffer les Américains, mais ils ont annoncé qu'en mars, ils auraient la diffusion exclusive du concert de Taylor Swift, celui qui était sorti au cinéma et qui avait cartonné au box-office. Donc ça arrive sur Disney+. Pour la France, si vous êtes fan de Taylor Swift, j'en sais rien. J'ai pas trouvé l'info. Puisqu'on parle de Disney+, et vous allez voir, les annonces concernent surtout les séries, les films et l'animation après. Mais on peut quand même noter que tu as cherché l'info sur Taylor Swift. Non, mais pour un ami. C'est un des motifs ils pensent qu'avec l'arrivée du concert de Taylor Swift sur Disney+, ils vont gagner beaucoup d'abonnés. Et quand on voit les résultats du Super Bowl, notamment en termes d'audience, là où, d'ailleurs je vais l'évoquer, Disney a payé des spots pendant le Super Bowl, là où énormément de boîtes comme Netflix, comme la Warner et compagnie ont boudé le Super Bowl. Ça a été un carton d'audience.
et notamment, alors pas que pour ça, mais notamment parce que Taylor Swift était de la partie, étant donné qu'elle est la compagne d'un des joueurs des Chiefs qui ont gagné donc le Super Bowl. Donc voilà, alors le truc que je voulais rajouter concernant Disney+, c'est que comme ils veulent une belle et grosse année 2024, si je peux me permettre, ils ont l'air de pas vouloir. Du coup, tu sais avec qui Taylor Swift est en couple? Je pense littéralement que la moitié de la planète le sait. Non, peut-être pas la moitié, mais au moins un tiers. En fait, par rapport à l'image qu'on voit, donc tu vois, donc genre il y a la moitié qui sait pas qui est par là, et la moitié qui sait qui est par là. Oui, mais enfin c'est super connu qu'elle sort avec un des joueurs de Kansas City. Quand t'es abonné au Taylor Swift Magazine, je suis sûr que t'es au courant de tout. T'as pas du tout suivi le Super Bowl. Tu sais que accessoirement ils ont énormément parlé de Taylor Swift au Super Bowl, mais qu'elle tu n'arrêtes pas. On fait une vidéo sur Disney, tu n'arrêtes pas de nous parler de Taylor Swift. Elle est apparue à la télé américaine que 85 secondes pendant le Super Bowl. Mais ça a coûté des millions et des millions. Enfin, et ça a rapporté aussi beaucoup. Enfin bref, ne nous éloignons pas trop du sujet. Revenons sur Disney+. Et ce que j'essaie de te dire, c'est que comme ils ne veulent pas de bad buzz en 2024 pour récupérer des abonnés après une année 2023 assez moribonde, Disney a décidé de ne pas sanctionner avant 2025 ceux qui partagent leur mot de passe. Donc c'est toujours interdit, mais dans la précédente vidéo news et dans le point pigeon, je vous avais dit que Disney avait envoyé des mails pour parler de coupure de votre compte, même si vous avez pris un an, vous ne serez pas remboursé, naninaner. Et là, visiblement, Bob Iger dit ça, on n'y touche pas avant 2025. On laisse les gens tranquilles. Donc, mais bon, ça reste toujours interdit. Dans les annonces, alors maintenant, on va aller dans du concret. Première annonce, c'est celle que je vais faire rapidement parce que c'est celle qui m'intéresse le moins. Et puis, c'est pas la thématique de la chaîne, mais Disney a décidé d'investir 1,5 milliard de dollars donc dans Epic Games et notamment pour créer une partie sur le thème de Disney dans le jeu Fortnite. Alors Disney explique, Bob Iger. Quand je dis, c'est vraiment que Bob Iger qui fait les annonces là pour le coup. Bob Iger explique que c'est le plus gros investissement jeu vidéo de Disney. On rappelle qu'il y a d'autres investissements de Disney dans le jeu vidéo, bien évidemment. Il y a eu plein de jeux Disney. Là, par exemple, Disney est avec Gameloft sur Dreamlight Valley, etc. Il y a plein de trucs. Partons sur les séries. Et mon cher Greg, il y a une bonne nouvelle pour toi. Avec Bob Iger qui a dit Percy Jackson aura une saison 2. Ça a été confirmé. Donc ça, pour ceux qui ont bien aimé Percy Jackson, c'est une bonne nouvelle. Tu es ravi. C'est mon guilty pleasure. Hein. C'est ma Taylor Swift à moi, si je peux me permettre, Kier. Et j'ai jamais écouté Taylor Swift. Et ouais, c'est très ado, mais je sais pas pourquoi. J'ai bien aimé. Peut-être parce que j'avais lu les livres. Voilà, je sais pas. Alors Bob Iger a dit que l'année série sur Disney+, allait être 2024, allait être marquée par 3 grands rendez-vous, 2 Star Wars et 1 Marvel. On va dire 4 puisqu'il y a aussi le X-Men animé, mais lui l'a pas évoqué. Mais on va dire les 3 que lui a évoqués, c'est du côté de Star Wars, Skeleton Crew et The Acolyte, j'en parlerai après, et la série Marvel Agatha Harkness. C'est quand même pas folichon et c'est pas ça qui va moi me hyper de ouf pour Disney+. Donc voilà pour les petites annonces séries, c'est vraiment le début, hein, c'est pas là qu'il y a du lourd. Hein. Du coup, mon cher Guerre, est-ce que cette série sur Agatha Harkness, c'est pas de très loin le contenu Marvel qui te chauffe le moins depuis l'histoire de la création de Marvel, ou est-ce que tu en vois un autre qui serait encore moins excitant ? J'ai bien aimé le personnage d'Agatha Harkness dans WandaVision, de là en faire une série. Après, on va voir où il nous emmène, mais le truc, c'est que le MCU après les derniers films et les dernières séries, ça me chauffe pas, tu vois. Après, Agatha Harkness, ça m'intéresse pas moins que m'intéressait Echo, par exemple. Donc, il a fait aussi une ou deux annonces ciné, là, avant vraiment que je te parle vraiment des grosses annonces. Hein. Attention, les annonces qui sont majeures arrivent. 2-3 trucs comme ça sur le ciné. Il a confirmé ce que tout le monde savait, puisque c'était tout le monde appelait déjà ce film comme ça, mais il a dit les amis, le prochain Alien s'appelle Alien Romulus. Ouais, bon, on l'appelait comme ça. D'ailleurs, dans notre vidéo des sorties de 2024, on avait dit Alien Romulus et il sort cet été. Il a également confirmé qu'Avatar 3 sortait en 2025. Donc ça, c'est pour rassurer les actionnaires.
Et il a aussi dit que le prochain Captain America, Captain America 4, Brave New World, sortait lui aussi en 2025. Rappelons qu'il y a plein de reshoots sur le film. Alors c'est classique, il y a toujours des reshoots sur ce genre de film. Quand il y en a beaucoup, soit c'est parce que ça sent pas bon, soit c'est parce qu'ils ont changé de stratégie. Et vous allez voir que ce que je vais vous dire après sur Marvel va peut-être aller dans ce sens-là, expliquer pourquoi il y a autant de reshoots dans Captain America 4. Est-ce que tu es prêt, mon cher Greg, pour qu'on rentre dans les grosses annonces autour de l'animation, autour de Star Wars et autour de Marvel, en sachant, mon cher Greg, que ces annonces, ce sont des annonces faites par Bob Iger, mais aussi des annonces qui ont suivi de quelques jours les annonces de Bob Iger et qui sont des conséquences directes de ce qu'a dit Bob Iger. Es-tu prêt? Es-tu bien assis? Je suis assis. J'ai préparé mon corps pendant toute la journée à ce moment. Vas-y, balance les annonces. Alors on y va pour l'animation. Alors vous n'êtes pas sans savoir que, si vous le savez pas, c'est pas grave, que les derniers Disney de Noël se sont littéralement vautrés au box-office, Avelonia et le dernier donc Wish. Énorme cata au box-office. Du coup Disney a dit on arrête tout ça et on repart sur du classique, sur de la valeur sûre. Et la valeur sûre, c'est quoi? C'est de la suite. Et on le savait, c'était dans les tuyaux, mais Bob Iger l'a dit, cette fois on va vraiment capitaliser sur des films qui ont cartonné au box-office. Et c'est pour ça qu'on a Zootopie qui débarque à Noël 2025. En 2025, on a aussi Toy Story 5 qui sortira. Il devrait sortir logiquement, si on suit le calendrier des précédents Toy Story, en juin. Qui est un mois parfait pour ce genre de film. Donc ça, c'est potentiellement des milliardaires de 2025. 2026, La Reine des Neiges 3, en sachant que Bob Iger avait déjà annoncé qu'il y aurait 2 autres Reines des Neiges, donc le 3 et le 4. La Reine des Neiges 3 sera le gros Disney de Noël 2026. Mais là où personne n'avait vu venir Bob Iger, c'est qu'il y a un gros film de Noël en 2024 et qu'on a même eu une image que l'ami Daniel vous affiche à l'écran, c'est Vaiana 2, sorti de nulle part. Alors Bob Iger a expliqué qu'en fait, le point de départ, c'était la fameuse série animée autour de Vaiana, donc Moana en VO, et qu'en fait, ils ont décidé d'en faire un film. Le premier visuel est franchement très cool. Ouais, ça n'est que une image du film, ça n'en dit pas sur sa qualité. L'histoire, c'est quoi? Vaiana et Maui vont partir avec un nouvel équipage à l'aventure en pleine mer. Vaiana avait été un joli succès et surtout un joli succès critique. Retrouver Vaiana, moi je suis très content de retrouver Vaiana. J'aime beaucoup ce dessin animé de Disney, et si je vais un peu plus loin sur les différentes annonces, Disney prend 0 risque. Vaiana, Zootopie, Toy Story, La Reine des Neiges, il manque réponse et on a toutes les grosses valeurs sûres de ces dernières années qui sont là. Donc allez, peut-être les Indestructibles aussi, mais pour l'instant du côté de Pixar, il pioche que dans Toy Story. Qu'est-ce que t'en penses toi de ces annonces animation, mon cher Greg? Vaiana content ou pas? En fait, c'est un retour aux sources parce que il n'y a pas longtemps, je regardais le catalogue Disney pour mon fils. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y a plein de Disney que je connais pas. J'ai jamais vu donc Aladdin 3. Bon, j'avais bien aimé Aladdin 2, mais le retour de Jafar. Mais Aladdin 3, j'ai jamais vu. Je sais même pas de quoi ça parle. Y a, c'est avec Kev Adams. Mais pardon? C'est avec Kev Adams. Ouais, bon, ça c'est encore autre chose. C'est Aladdin 2. Mais le truc, c'est que il y a énormément de films. Il y a des suites à Cendrillon. Il y a des suites à tous les films. Il y a il y a Cusco 2. Il y a Le Frère des Ours 2. C'est Ours des Ours 2. Et donc en fait, le truc, c'est que tous ces films. C'était des sorties VHS, DVD. Là, c'est une très grosse sortie ciné qui vise à aller chercher le milliard au box-office. Alors, c'est très différent. Alors, je pense peut-être ils ont fait toutes ces annonces. On verra si c'est que des annonces qui sont. C'est full. Je crois que tu m'avais dit que c'était des annonces qui étaient uniquement ciné. C'était pas des sorties
conjointe Non, avec non, Disney+. c'est pas simultané sur Disney+. Non, mais après, ça arrivera sur Disney+. Mais par exemple, bah, il y en a deux, c'est bien marqué en exclusivité au cinéma en novembre 2024. En fait, du coup, mon point, c'est qu'ils essayent de faire nouveau, en fait, en ayant repris la recette avant. C'est le monde du direct to DVD, il n'existe plus vraiment, ce serait direct to streaming. Ils essayent de le tenter sur ça. Voilà, j'ai envie de dire, c'est assez logique. Il y a une petite nuance, parce que ce que tu dis est vrai, mais regarde, avant, c'était gros classique Disney au cinéma, et ensuite la suite qui sortait en douce en VHS pour vendre des cassettes et des DVD. Là, mais en parallèle, ils continuaient de sortir des gros classiques. Tu vois, on a eu le Roi Lion 2, le Roi Lion 3, etc. Mais on avait toujours des gros films. On a eu Pocahontas, on a eu Tarzan, etc., etc. Là, clairement, ils ne misent que sur la suite pour la sortie cinéma. Il n'y a pas de nouveaux grands classiques qu'ils vont mettre au cinéma. Parce qu'ils ont pris une claque avec Wish, ils ont pris une claque avec Avalonia, ils ont pris aussi, malheureusement, il faut le reconnaître, même si on adore le film, ils ont quand même pris une claque aussi avec Encanto, qui n'a pas marché au box-office, alors que le film est excellent. Et du coup, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Ce que je rajoute, c'est qu'en fait, ils prennent... Donc, ils ont tenté des trucs ces dernières années qui n'ont pas marché. Et du coup, ils prennent une ancienne... Dans le catalogue des recettes de Disney qui est dire on fait des suites de ces films d'animation, ils le font. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est aussi intensif en animation, c'est que... Alors, là, c'est une supposition, mais on a vu que certaines personnes d'autres studios, de gros studios, donc Jeffrey Katzenberg, si je ne me trompe pas, avait annoncé qu'il pensait que dans les prochaines années, donc il parlait dans les 5 à 10 prochaines années, les coûts de création et de production d'animation, ça allait s'effondrer grâce à l'IA. Il estimait qu'à terme, les films d'animation coûtent 90% moins cher. Donc que Disney se mette de nulle part à dire « Ah, mais en fait, j'ai oublié, je vous ai pas dit, mais je vais faire plein de suites de films d'animation », je pense que c'est pas fortuit. Surtout que Disney, on va pas dire « Mais non, mais Disney, machin et tout ». Disney a fait des génériques il y a pas longtemps de leurs séries en animation. Donc je suis pas en train de dire qu'ils vont faire les versions Wish de leurs propres films, quoique c'est pas dit qu'ils n'en sont pas capables. Mais le truc, c'est que c'est pas déconnant d'imaginer qu'ils ont prévu de faire en fait, nous lancer de nouvelles licences, ça marche pas, il faut être rentable et tout, donc on va faire des suites. Et en plus de faire ces suites-là, peut-être que celle qui va être cette année, elle va coûter peut-être 5% de moins, celle de l'année prochaine 15, puis 30, puis 50. J'avoue que les gens en col blanc de chez Disney, je les vois bien dire ce genre de choses. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est hyper cohérent en fait. Ils regardent combien rapporte un Toy Story 3, un Toy Story 4, La Reine des Neiges 2 par exemple aussi, en termes de suite. Toy Story 3, avant la sortie de La Reine des Neiges, c'était le plus gros succès de l'histoire de l'animation. Et le truc, c'est que en termes de recettes en dollars, pas en termes d'entrée, sinon Blanche-Neige, ça soit dessus sans problème. Mais ils voient combien ça rapporte, et à côté de ça, ils voient combien ont rapporté les derniers Disney de Noël. Là, Wish, par exemple, a été un incroyable naufrage. Avalonia, c'est encore pire. Quoique, je suis même pas sûr que c'est pire. Mais ça a été un naufrage. Et j'ai l'impression, moi, qu'il y a un syndrome John Carter sur l'animation. C'est-à-dire qu'ils ont mis quand même, parce que ça coûtait cher, Wish, ils ont mis beaucoup de thunes sur des films qui n'ont pas du tout marché. Comme ils l'avaient fait à l'époque avec John Carter, où ils ont mis beaucoup d'argent sur John Carter ou sur Lone Ranger. Et puis, pour l'histoire de lancer des nouvelles franchises, ça se vautre, ils arrêtent, ils repartent dans du classique, et de la valeur sûre. Et la valeur sûre, malheureusement, c'est de la suite. Ou du remake, ou développer une franchise qui est déjà installée. Donc voilà pour l'animation. Alors maintenant, je pars sur Star Wars, mon cher Greg. Es-tu prêt sur Star Wars? Alors il y a un truc que mon cher Bob Iger a évoqué. Il faut que tu saches que toute la journée, j'ai préparé mon corps à cette news. Oui, mais tu l'as déjà fait. Mais du coup, ton corps est hyper préparé à pour fond. les news que je vais vous lancer. Alors, je vous ai dit que Bob Iger avait dit que The Acolyte sortait en 2024. Déjà, en faisant ça, Bob Iger a un peu rassuré les fans de Star Wars, parce qu'il y avait, étant donné qu'il n'y avait pas de date sur la série The Acolyte et toujours pas d'image vraiment concrète à part le logo,
on pouvait, certains, commencer à se dire que la série allait être repoussée à 2025. Non seulement la série n'est pas repoussée à 2024, mais quelques heures après les annonces de Bob Iger, on a eu une annonce qui est la sortie de The Acolyte cet été. Disney d'ailleurs a dit que ça allait sortir plus tôt que prévu et que la série allait être prête. Donc pour l'été 2024, on rappelle que The Acolyte se déroule avant les films Star Wars que vous avez pu voir, et que notamment au casting on a le héros de la série Squid Game. Alors il y a par contre grosse annonce sur les films, puisque Bob Iger a dit qu'il fallait créer un sentiment de manque, que les gens aient de manque pour le grand public, hein. Et figurez-vous que ça va faire en 2026, ça fera 7 ans qu'on n'a pas eu de film Star Wars au cinéma, donc là ça fait quand même un trou. Et pourquoi 2026 ? Parce que Bob Iger a annoncé que les prochains films Star Wars arriveraient en 2026. Mais il y en aura même 2, mon cher Greg, 2 en 2026 logiquement. C'est Mando et Grogu, et le film sur Rey. Alors après le film sur Rey, on n'est pas sûr, mais en tout cas les 2 vont partir en tournage cette année, et ils devraient logiquement sortir en 2026. Donc déjà ça laisse la place selon moi à une saison 4 de The Mandalorian, même si toujours rien dessus. Et 2 Star Wars en 2026, si ça se confirme, moi je trouve que c'est beaucoup. T'en penses quoi ? Donc mon cher Kerr, est-ce que donc c'est 7 ans d'attente, 7 ans d'attente de film Star Wars, et je vais me permettre de rephraser un petit peu ce message commercial. Est-ce que 7 ans pour vraiment te remettre de l'ascension des Skywalker fait que tu as de nouveau envie de connaître la suite de ce qui se passe au niveau de Rey ? Non. C'est 7 ans de thérapie, 7 ans de travail, 7 ans de moments où voilà, tu es face à une carafe d'eau, tu pleures, tu sais pas pourquoi, et après tu dis c'était ce film. C'est vraiment beaucoup de temps qui est passé, tu vois, de cette eau, de cette carafe d'eau que tu as remplie et vidée, et à chaque fois en pleurant un peu plus, en pensant à cette pauvre Rey, qui sont ses parents. Et le truc, c'est que, est-ce que ces 7 années-là auront suffi vraiment à avoir la phase du deuil, tu sais, la tristesse, la colère, le rejet, oui. Non, l'acceptation ? Est-ce que ces 7 années, ils ont tout calculé, tu crois ? Quand je disais que le mieux pour Star Wars, donc ça c'était dans les vidéos où on faisait un peu le bilan de Star Wars sous l'ère Disney et du futur, moi je disais qu'il fallait faire une pause, et pour moi la pause elle devait être beaucoup plus longue que 7 ans. Je pensais à 10-15 ans, exactement comme a fait Avatar avec Avatar 2. Bon, 7 ans c'est pas non plus trop tôt. Moi vraiment le truc qui m'intrigue c'est le fait de là dire on en sort 2 à la suite. Il faut voir si ça se confirme pour 2026 quand même. Donc voilà pour Star Wars, mon cher Greg. Passons maintenant aux annonces Marvel, mon cher Greg, avec un truc intéressant qu'a dit Bob Iger, qui va exactement dans le sens qu'on a un peu développé dans les précédentes vidéos, que ce soit sur l'avenir de Marvel ou dans les news. Après la multitude d'échecs, comme par exemple The Marvels, ou de films qui n'ont pas marché autant qu'ils l'auraient espéré, comme Shang-Chi, Eternals et compagnie, Disney et Bob Iger encore une fois a dit que pour lui il y aurait moins de films Marvel à l'avenir dans le MCU, et qu'ils allaient se focus énormément sur les grosses franchises. Qu'est-ce que les grosses franchises ? Attends, Kerr, attends 2 secondes. Tu m'as déjà teasé cette news, et du coup, j'ai préparé mon corps pour cette annonce. Tu peux le faire. Alors, quelles sont ces fameuses grosses franchises ? Si on regarde avec l'acquisition de la Fox récemment, ces grosses franchises, c'est Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques, pour moi. Donc, ça veut dire que globalement, les films qui ont été annoncés officiellement, et dont le tournage est commencé, etc., ne sont pas menacés, hein. Ils ont bien reconfirmé Captain America, bien évidemment Thunderbolt, il n'y a pas de souci, etc. Même pour les séries, Armor Wars et compagnie. Mais alors par contre, pour les films qui sont ébruités mais pas officialisés, qui sont au cœur de nombreuses rumeurs ou qui ont été teasés dans des films, comme par exemple New Avengers, là pour moi ça craint.
Je suis pas du tout certain que Disney vraiment aille au bout de ses projets, même si actuellement il y a une énorme rumeur autour de l'adaptation de Midnight Suns en film, qui serait réalisé par le compositeur Michael Giacchino, qui avait réalisé bon, c'était pas un film, mais c'était un moyen métrage, donc Werewolf by Night. Mais tout ça, c'est de la rumeur. Il y a eu énormément de rumeurs sur des films récemment du côté du MCU. Là, ce que dit Bob Iger est très clair. Focus sur les grosses franchises. Il faut que les films Marvel, redeviennent des événements, comme l'ont été récemment, bien évidemment, les Avengers et Endgame, bien sûr, au climax, et bien sûr, du côté de Spider-Man No Way Home. Il faut de l'événement. Voilà. Deadpool 3 a l'air de créer cet événement, puisqu'il y a Wolverine qui arrive. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est le trailer du Super Bowl et le trailer qui a été le plus visionné dans l'histoire de YouTube en 24 heures, détrônant le dernier Spider-Man. Donc, dernier Spider-Man en film, hein, pas les animés. Donc voilà. Et dans ce sens, mon cher Greg, Marvel a dégainé l'annonce. Donc ça, c'était quelques jours après, le jour, hier, donc du coup pour la Saint-Valentin, ils ont dégainé le casting officiel des 4 Fantastiques. Mon cher Greg, je vais te les présenter. Vous avez les images à l'écran des acteurs. On va commencer par Mister Fantastic, incarné par un jeune acteur qu'on voit assez peu qui a des choix de carrière discutables. Il a l'air de fuir les succès. C'est un certain Pedro Pascal. Je ne sais pas si son prénom c'est Pedro ou si c'est Pascal. On ne le connaît pas assez bien. Donc bien évidemment Pedro Pascal de God, de The Last of Us, de The Mandalorian, de plein d'autres films. De Wonder Woman. Tu vas lui chercher sa pire casserole, le pauvre. Et il va jouer Mister Fantastic. Alors ça, c'était vraiment un secret polichinelle, puisque il y a même lors de cérémonies et de conférences de presse, il lui avait dit alors là vous partez en préparation des 4 Fantastiques. Alors lui il était là un peu gêné en mode alors tout le monde le sait mais c'est pas officiel. Donc Pedro Pascal ce sera Mister Fantastic, hein, c'est vraiment la tête d'affiche du film. Pour jouer sa femme, pour jouer Invisible Woman, on a Vanessa Kirby qu'on a découvert dans The Crown, mais qu'on a vu récemment aussi en Joséphine, Ange Gardien dans Napoléon, et qui avait joué aussi dans Hobbs and Shaw. Si vous avez vu Hobbs and Shaw, Vanessa Kirby, qui est une excellente actrice, n'avait pas compris le principe de Fast and Furious, puisque Hobbs and Shaw est un Fast and Furious. Du coup, elle jouait bien dans le film. Et ça faisait vraiment chelou par rapport au reste du casting. Lors de l'avant-première, les acteurs, Statham, Dwayne Johnson, on lui dit mais qu'est-ce que t'as fait? Mais enfin, tu joues bien là. Enfin, c'est pas ce qu'on nous demande de faire sur un Fast and Furious. Elle joue aussi dans les dernières Missions Impossibles extrêmement bien. Ouais, mais c'est une super actrice. Et elle a joué aussi dans un excellent film de Netflix qui s'appelle Pieces of a Woman. J'ai massacré le nom, mais le film est génial. Tu as mis le titre en pièces, hein, je pense. Voilà, c'est surtout elle qui est géniale dans ce film. Donc Vanessa Kirby, qui est un énorme ajout, je trouve, qualitatif au MCU. Mais les 4 c'est très bon et c'est très malin surtout. Pour jouer la Torche, qui avait été joué par le passé par Chris Evans, et là c'est Joseph Quinn, qui est Joseph Quinn, allez-vous me dire. Bon là vous voyez peut-être sa tête à l'image. C'est Eddie Munson dans Stranger Things. Donc du coup c'est hyper malin d'aller chercher l'acteur qui a joué un personnage qui a fait énormément buzzer lors de la saison de la dernière, lors de la diffusion de la dernière saison de Stranger Things. C'est très malin de leur part. Donc ils récupèrent Joseph Quinn. Et le dernier pour jouer la chose, alors là pareil, un acteur qui a été primé cette année, et qui le mérite parce qu'il est dans une série qui fait beaucoup parler. C'est Ebon Moss Backrack. J'ai probablement massacré son nom, mais il ne m'en voudra pas et j'espère qu'il m'en voudra pas parce que sinon il joue la chose quand même. Donc, et c'est le cousin relou dans The Bear, la série qu'il faut voir. Donc voilà, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss. Mais est-ce que tu trouves ça Backrack. c'est sympa comme casting en vrai? C'est génial. De quoi? En vrai, la vérité, allez, on est entre nous là. Oui. En vrai.
casting? Bah, moi, je le trouve excellent. Est-ce que ça fait vraiment des mecs qui sont dans une famille? Bah, ils sont pas vraiment frères et sœurs. Bah si, il y en a certains qui sont frères et sœurs. Oui, mais pas tous. Enfin, par exemple, la chose. C'est un ami, c'est l'ami de la famille. Non, mais le truc, c'est que. Alors, pour aller plus précisément sur ce que je veux dire sur le casting, c'est qu'il est super ce casting. C'est individuellement beaucoup de très bons acteurs. Mais Pedro Pascal en Monsieur Fantastique, je suis à la fois très content du premier film, en même temps, je suis très flippé du 10e film. Parce que ils sont allés chercher un acteur qui est trop vieux pour être dans des films qui sont censés être des films qui sont extrêmement physiques, où ils sont pendant des heures sur des filins. Et du coup, c'est une des premières raisons pour lesquelles Robert Downey Jr. a dit physiquement, je ne pourrais plus tenir. Je suis d'accord avec toi, mais Reed Richards, dans plein de comics, il est vieux. Et c'est une tête pensante. C'est le mec le plus intelligent de l'univers. J'exagère un peu, mais du coup, c'est la tête pensante. C'est pas lui qui va les mettre des beignes. Mais donc, du coup, on va avoir Pedro Pascal en forme pour pouvoir jouer ses rôles pendant combien de temps? Je sais pas, le plus longtemps possible, j'espère. Donc... Déjà, j'espère qu'il va revenir dans Game of Thrones. Ça serait cool. Ouais, donc au final, le truc, c'est que c'est bien, mais pour le coup, je pense que l'acteur est quand même un doigt dans l'œil. Un petit peu jamais. Donc ils peuvent effectivement faire une version plus vieille de lui, et puis comme ça essayer d'aller chercher un remplacement. Parce que clairement, en fait, Reed Richards, son but potentiel, c'est de remplacer le génie, l'inventeur de Iron Man, en fait. Oui. Donc c'est quand même très très costaud ce qu'il va devoir encaisser. Je sais pas. Je suis très content. Le premier film, je suis hyper content d'aller le voir. Je suis inquiet que ce casting-là laisse pas suffisamment peut-être place. J'entends tes réserves sur l'âge de Pedro Pascal, mais quand on fait aussi le bilan de toutes les recrues qu'on a eues récemment dans le MCU, eh ben c'est une très grande majorité de teenagers. Et là, on a. Non, mais parlons des Eternals, tu vois, par exemple. Les teenagers. Les New Avengers. De quoi? Les New Avengers. Ils ont développé des New Oui, Avengers. mais on en a parlé dans une autre vidéo. Les New Avengers, pour l'instant, c'est un projet qu'ils étaient mis en place et qui n'a l'air d'intéresser personne. Et les autres acteurs sont... Enfin bref, c'est pas un gros problème, on va pas faire du jeunisme. Alors mon cher Greg, j'aimerais revenir sur comment ce casting a été annoncé. Ça a été annoncé par le biais d'une affiche, donc pour la Saint-Valentin, donc avec bonne Saint-Valentin, etc. Où on voit donc dans une pièce les 4 membres les 4 personnages, les 4 fantastiques, qui sont déjà en costume. Alors tu peux remarquer que c'est le costume d'origine des comics, et donc déjà un truc, c'est que globalement on peut partir du principe qu'il n'y aura pas d'origin story, ou si origin story il y a, on le verra par exemple avec des flashbacks. Mais là, l'équipe sur l'affiche est déjà composée, la chose est déjà transformée en la chose, puisqu'on voit la photo de l'acteur en spationaute derrière, dans un cadre. Il y a d'autres trucs qui sont très intéressants sur cette affiche, et elle est loin d'être anodine. Et vous allez voir qu'il y a aussi un lien que moi je fais très fort avec le teaser de Deadpool. C'est que par exemple, sur l'affiche, on peut voir que la chose lie à un magazine de l'année 1963. Ce qui a l'air de vouloir dire que le film se déroulera en 1963, ou en tout cas dans ces années-là. Alors il y a beaucoup de théories qui reviennent sur le même point, c'est-à-dire le film, le premier, se déroule dans les années 60, et à la fin, donc potentiellement dans un autre univers, et à la fin, globalement, les 4 fantastiques intègrent le MCU que l'on connaît, et du coup ont le même âge que dans le film, mais ils ont fait un jump via le multiverse dans notre MCU. Il y a aussi un autre élément qu'on peut rajouter, c'est qu'on voit un robot. Ce robot, c'est Herbie, j'espère que je le dis bien, qui est un robot qui est en lien avec Galactus, et ça tombe bien, Galactus, c'est un grand méchant qui devrait logiquement apparaître dans les 4 fantastiques. Quand je dis un grand méchant, c'est un des plus grands méchants de l'histoire de Marvel dans les comics. On sait également que... Enfin, on sait. Ça n'a pas été confirmé, mais il y a de très 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 fortes chances que Fatalis, donc Doctor Doom, soit également présent dans ce film.
Alors là, par contre, il n'apparaît pas sur l'affiche. Le truc que je vais rajouter tout de suite, ma chère Daniel, tu repasseras en plein écran sur moi. Et quand je disais, les amis, qu'il y a un lien entre le teaser de Deadpool 3 et cette annonce via affiche des 4 Fantastiques, c'est qu'en fait, ils ont utilisé un clin d'œil caché dans le décor via bouquin pour potentiellement nous donner des infos. Dans l'affiche, je viens de vous dire que la chose tient un magazine des années 60, de 1963, et dans Deadpool 3, dans le teaser du Super Bowl, dans le dernier plan, quand ce Deadpool est allongé dans le sable avant qu'arrive Wolverine, et ben sous le sable, on aperçoit un comics qui est un comics de Secret Wars et qui lui aussi potentiellement donne une info. Il y a débat sur l'adaptation de Secret Wars au cinéma, de savoir si c'est l'adaptation originale de 84 ou l'adaptation plus récente de 2015. Et là, ils ont l'air de répondre, ou peut-être pas, hein, mais bon, la toile s'emballe et on pense globalement qu'ils répondent à la question, puisque le comics allongé à côté de Deadpool, c'est le Secret Wars de 2015. Donc potentiellement, on a une adaptation du Secret Wars de 2015, réadaptée bien évidemment, hein, encore et encore, dans le MCU, donc dans le Avengers Secret Wars. J'ai trouvé que l'annonce était plutôt sympathique. T'en penses quoi de toutes ces annonces, mon cher Greg? Et je tiens à souligner, et je te rejoins complètement dans l'analyse que tu m'avais fait en off, que le fait que Bob Iger soit aux commandes de toutes ces grosses annonces, ce n'est pas anodin. Et bah du coup, qu'est-ce que j'en pense de toutes ces annonces, mon cher Kerr? J'en pense que déjà, tu as réussi à très bien nous les expliquer. Merci à toi. On sent vraiment le travail d'investigation total. Hein, sur le terrain. Donc merci à toi. Et du coup, le truc, c'est que qu'est-ce que moi tout ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser que dans les news, on a couvert il y a pas longtemps qu'il y avait en ce moment une bataille de proxy. Donc c'est des actionnaires qui essayent de lutter contre d'autres actionnaires de Disney pour au minimum récupérer une place dans le board des actionnaires qui décident, qui votent sur est-ce qu'on est d'accord ou pas, et potentiellement retourner le board et faire virer Bob Iger. Il faut voir que cette discussion, donc si le board fait un vote de non-confiance à Bob Iger, il est purement et simplement obligé de démissionner et de se barrer. Donc les projets qui font globalement ont de fortes chances de sauter, etc. Donc dans ce contexte-là, je trouve ça pas étonnant du tout que Bob Iger arrive et dise ah mais en fait c'est moi l'homme fort de Disney, j'ai plein d'annonces. Ça c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que les actionnaires, alors au début je me suis dit, en plus les actionnaires ils disaient genre non mais Disney n'est plus sur les bons rails, etc. Et je me suis dit est-ce que en fait c'est des personnes qui arrivent pour dire la qualité est plus là, on va faire mieux et tout. Pas du tout. Les personnes qui sont en train de faire ce combat d'actionnaires, la dernière fois qu'ils avaient fait un combat d'actionnaires, c'était il y a 1 an. Et ça avait donné quoi? Ça avait donné que, du coup, il y a eu une grande partie, je crois, je me souviens plus du chiffre exact, je crois qu'il y a eu 10 000 employés Disney qui ont été virés dans le monde entier, un truc comme ça. Et le truc, c'est que du coup, ces actionnaires, leurs arguments, donc je suis allé voir leur site, etc., leurs arguments, c'est uniquement de rendre Disney plus profitable. Et ils expliquent que si vous avez investi chez Disney il y a 10 ans, eh ben vous avez perdu de l'argent, tandis que si vous aviez investi chez une autre société, vous aurez gagné X. Donc en fait, le truc, c'est que là, le débat, c'est pas est-ce que Disney va faire le nouveau meilleur long métrage de la Terre. Le discours est juste est-ce que Disney va être plus rentable qu'avant, et si Disney n'est pas plus rentable qu'avant, la question c'est comment on licencie Bob Iger. Donc dans ce contexte-là, que Bob Iger il dise hop, attendez, on va faire le film numéro 3 de la même licence, le numéro 4 de la même licence. Attendez, vous vouliez des Avengers pour faire du milliard? Pas de problème, on va vous remettre des Avengers, les 4 Fantastiques qui est un des comics les plus... des comics qui vendent le plus aux États-Unis, c'est... moins vrai en France, mais c'est vraiment une licence forte aux États-Unis qui peut parler. Donc effectivement, on comprend que il met l'accent sur ça. Du coup, la finalité de tout ça, c'est que ça fait beaucoup d'annonces, mais qui sont surtout liées à un gars qui veut pas être viré et qui veut avoir des gros bonus. Je pense que si on résume ces annonces, c'est pas vraiment
si loin de la vérité, je pense, que de résumer comme ça. Ça veut pas dire que les films n'étaient pas prévus, ça veut pas dire... Mais les dernières fois, c'était Kathleen Kennedy qui portait les annonces pour Star Wars. Là, bon, fêtait Kathleen Kennedy, niveau public, elle n'a pas forcément la cote. Kevin Feige faisait les annonces pour Marvel. Là, il n'y a plus d'équipe. C'est Bob Iger, il fait tout. Le gars, il est devant la caméra, il est derrière la caméra, il est partout pour vous, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça avec des pincettes, parce qu'il est déjà arrivé avec Disney, fasse des annonces en fait qui se retournent, des films qui partent en fait directement sur Disney+, des films, des contenus sur Disney+, de séries qui disparaissent de Disney+. Donc il faut prendre avec un peu de pincettes toutes ces petites annonces, même s'il y en a une qui vous plaît, faites attention de ne pas être trop enthousiaste pour ça. Voilà. Ouais, sur les annonces de Bob, je pense que c'est là pour le coup plus sérieux. Tu veux jeter l'éponge ? Non, mais bien joué. Mais c'est ma vanne ça normalement. Mais je te la prête bien volontiers. Surtout que je l'avais pas vu venir. Le truc c'est que là il s'adresse aux actionnaires. Donc je pense que tu vois c'est pas un panel de stars à la Star Wars Celebration etc. de fans pardon. Là c'est vraiment aux actionnaires et il a l'air en effet d'avoir un discours qui est là pour les rassurer. Après une année 2023 qui était particulièrement chaotique. Et pour rappel, mon cher Kerr, l'action Disney qui était à un pic, vraiment ça faisait des années que ça n'avait jamais été aussi bas, qu'il était, et fin d'année dernière était à 78-80 $. Des analystes disaient que Disney allait partir encore plus dans le mur avec une valorisation potentielle à 60 $, ne devenant plus que des parcs d'attraction avec quelques films pour faire la promotion des licences dans les parcs. Et aujourd'hui, avec vraiment un gros travail de communication auprès des actionnaires, de la bourse, de leurs résultats sur certaines de leurs thématiques, malgré les bids colossaux qu'ils ont eu en salle, et ben au final, les résultats et l'action de Disney est remontée à plus de 110 $ après ces annonces. Donc c'est le combat de Bob Iger qui est mené auprès des actionnaires, comme on disait, et qui a l'air d'être potentiellement gagné. Voilà. Bah oui, en effet, mon cher Greg. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Cult & Click. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner si ça n'est pas fait. Si vous n'êtes pas abonné sur Spotify, alors pour nous trouver sur Spotify, vous tapez Cult & Click, c'est très original. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous écoutez sur Spotify. N'hésitez pas, apparemment, on nous a dit que c'était important, de noter le podcast. Vous allez sur les 3 petits points sur le côté, notez le podcast et vous mettez, par exemple, je sais pas, 5 sur 5 si vous avez envie. Bref, et voilà, et puis merci aux tipeurs pour votre soutien. Et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao.